Vous êtes-vous déjà posé cette question ? Pourquoi les terres émergées ne représentent-elles qu'à peine un cinquième de l'hémisphère sud ? Pourquoi seulement 10% de la population mondiale vit-elle dans l'hémisphère sud ? Et pourquoi aucun navire ne navigue-t-il dans les hautes latitudes de l'hémisphère sud ? Peut-être qu'il y a là-bas des démons, ou bien des monstres marins rusés qui y rôdent. Ou peut-être que la célèbre Scylla et la fameuse Charybde s'y trouvent, empêchant tout navire de passer entre elles. Bonjour à tous. Bien sûr, la réponse à ces questions ne se trouve pas dans les monstres de légende, mais dans des raisons très ordinaires et bien réelles, liées à la géographie, à l'économie et à la météo. Bienvenue sur Perduchan. Nous allons maintenant explorer ces raisons en détail. Alors, commençons. Une question de distance ? Comme vous le savez, le trajet le plus court entre deux points est représenté par un arc de grand cercle, alors que sur une carte plane, cette même trajectoire apparaît courbée. Ce paradoxe s'explique par le fait qu'il est techniquement impossible de représenter la Terre, qui est sphérique, sur une carte plane sans en déformer les propriétés géométriques. Pour résoudre ce problème, on utilise des méthodes scientifiques particulières appelées projections cartographiques. Pour réaliser des cartes à petite échelle couvrant de vastes régions, on utilise principalement deux types de projections, la projection cylindrique et la projection conique. Ces deux méthodes reposent sur des procédés mathématiques complexes et rigoureux permettant de transformer une sphère en une surface plane. Ainsi, par exemple, le trajet le plus court entre la côte est de l'Australie et la côte ouest du Chili ne peut, en termes simplifiés, être représenté que sous la forme d'un arc. La longueur de cet arc varie selon les points du littoral choisis sur chacun des deux continents, mais elle est comprise entre environ 9 000 et 13 000 km. C'est une distance considérable, mais ce n'est pas la plus longue. Elle reste inférieure à celle qui sépare l'Asie de l'Amérique du Nord, où les routes maritimes sont pourtant extrêmement fréquentées. Le problème ne réside donc pas uniquement dans la distance. Un facteur bien plus déterminant est que, entre ces deux continents de l'hémisphère sud, s'étend la zone océanique la plus agitée et la plus tempétueuse de la planète. Les dangereuses latitudes australes. Les mers les plus déchaînées du monde se trouvent notamment dans les zones des 40e, 50e et 60e parallèles sud. Or, la route la plus courte entre l'Australie et l'Amérique du Sud passe précisément par cette région. Depuis le XVIIIe siècle, les marins ont donné à ces latitudes des noms particulièrement évocateurs, les 40e rugissants, les 50e hurlants et les 60e mugissants. Depuis que les premiers grands voiliers de haute mer se sont aventurés au sud du 40e parallèle, la rudesse de ces eaux extrêmement dangereuses n'a absolument pas changé. À ces latitudes, les vents d'ouest soufflent en permanence, tout comme autrefois. On peut même dire que ce sont des vents qui font le tour complet de la Terre. Rien ne les arrête, ni terre, ni montagne, ni aucun autre obstacle d'importance. Ils parcourent le globe en ne traversant que les immenses étendues glaciales de l'océan austral. Contrairement à l'hémisphère nord, il n'existe ici aucun littoral capable de ralentir ou d'atténuer, ne serait-ce qu'un peu, la puissance de ces vents. À vrai dire, cette métaphore n'est peut-être pas la plus appropriée, car ces vents sont constitués d'un air glacial qui transporte d'énormes quantités de gouttelettes d'eau gelée, ainsi que de minuscules particules de neige et de glace. Sous leur action, les vagues gagnent en puissance et atteignent des hauteurs incroyables. Dans la plupart des mers du monde, des vagues de 6 mètres sont déjà considérées comme exceptionnelles. Mais dans les 40e rugissants ou les 50e hurlants, des vagues de 4 à 6 mètres sont tout à fait normales. C'est, pour ainsi dire, le temps ordinaire dans cette région. Par ce genre de météo, les pêcheurs les plus expérimentés se contentent de sourire en disant « La mer est un peu agitée aujourd'hui ». En revanche, lorsqu'une puissante dépression, pouvant surgir sans le moindre avertissement tous les 2 à 4 jours, traverse la région, les vagues atteignent alors 15 à 20 mètres de hauteur. Quant aux vagues scélérates, elles peuvent mesurer entre 20 et 30 mètres, voire davantage. Ces vagues gigantesques sont générées par des vents soufflant au-dessus de l'océan austral à plus de 20 à 30 mètres par seconde, sans pratiquement rencontrer la moindre résistance sur leur trajet. La distance sur laquelle ces vents soufflent sans interruption, ce qu'on appelle le fetch, atteint plusieurs milliers de kilomètres et peut même atteindre 10 000 à 12 000 kilomètres selon les endroits.
De plus, les dépressions se succèdent continuellement à ces latitudes. Lorsque la houle provoquée par une tempête précédente n'a pas encore eu le temps de s'atténuer avant l'arrivée de la suivante, un phénomène d'interférence entre les vagues se produit. De grandes vagues se superposent alors à d'autres grandes vagues, formant d'immenses murs d'eau pouvant atteindre 20 à 30 mètres de hauteur. À cela s'ajoute également l'influence du courant circumpolaire antarctique, qui s'écoule d'ouest en est. Et lorsque le vent souffle en sens inverse de ce courant, un phénomène aussi fascinant qu'extrêmement dangereux se produit. Les vagues deviennent plus courtes, plus hautes, et leurs crêtes prennent une pente beaucoup plus abrupte. Ce type de vague représente un danger considérable pour tous les navires, y compris les plus modernes. Cependant, pour les immenses porte-conteneurs actuels, le plus grand danger provient des vagues de longue période, dont la longueur d'onde atteint 300 à 500 mètres. Cette longueur d'onde est pratiquement identique à la longueur des plus grands porte-conteneurs modernes, qui mesurent entre 300 et 400 mètres. Si un tel porte-conteneur se retrouve avec son étrave au sommet d'une vague et sa poupe sur la crête de la vague suivante, la partie centrale du navire s'affaisse. Le navire se plie alors de façon spectaculaire, et même les matériaux les plus résistants ne peuvent supporter de telles contraintes. La coque peut se briser en deux, comme une simple allumette. Le même phénomène peut également se produire lorsque l'étrave ou la poupe se retrouve suspendue dans le vide. Mais ces longues vagues ne sont pas les seules à représenter un danger pour les navires. Lorsqu'un bâtiment retombe du sommet d'une vague et percute la surface de la mer avec une accélération pouvant atteindre 2 à 3 G, le risque devient également mortel. Bien peu de métaux sont capables de résister à un tel choc. Et si, lors de l'impact, l'étrave s'enfonce dans l'eau, une énorme masse d'eau de mer envahit le pont avec une telle violence qu'elle peut arracher les dispositifs de fixation des conteneurs et projeter ces caisses de plusieurs tonnes, comme de simples balles en caoutchouc pour enfants. La glace et les icebergs. Pour les navires qui traversent l'océan austral, un autre danger majeur est la collision avec les icebergs, ainsi que l'état général des glaces dans cette région. Cependant, les icebergs des mers australes sont bien différents des icebergs classiques, comme celui qui a provoqué le naufrage du célèbre Titanic. Aux hautes latitudes de l'hémisphère sud, les icebergs sont particuliers. La plupart sont d'immenses blocs tabulaires détachés de la lande lisse antarctique. Il arrive qu'ils mesurent plusieurs dizaines de kilomètres de long et couvrent une superficie de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Pourtant, ce ne sont pas ces gigantesques masses de glace qui représentent le principal danger pour les navires. Après tout, ces énormes blocs sont facilement repérables, même depuis l'espace. Les véritables menaces sont les blocs de glace beaucoup plus petits, de seulement quelques mètres de diamètre. Il en existe plusieurs catégories, notamment les bourguignons, growlers, de petits morceaux de glace d'environ 1 à 5 mètres, et les fragments d'iceberg, Borg Bits, des blocs d'environ 10 à 15 mètres. Ces petits blocs dépassent souvent de moins d'1 mètre au-dessus de la surface de l'eau. Même lorsque l'eau de la mer est relativement calme, il est pratiquement impossible de les distinguer depuis la passerelle. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué, même les plus petites vagues sont déjà très hautes dans cette région. Pourtant, une collision, même avec le plus petit de ces blocs de glace, peut infliger des dégâts catastrophiques, y compris aux navires les plus modernes. Car moins de 10% de leur volume dépasse de la surface, tandis que les 90% restants demeurent cachés sous l'eau. De plus, ces blocs de glace sont aussi durs que du béton. Lors d'une collision, même un bloc de seulement 3 à 5 mètres peut tordre les pales d'une hélice ou perforer la coque d'un navire. Un simple calcul montre que si un navire heurte un bloc de glace à une vitesse de 18 à 22 nœuds, 33 à 40 km/h, la force de l'impact peut atteindre plusieurs dizaines de tonnes. Un tel choc peut percer la coque, autrement dit, y ouvrir une brèche, provoquant l'envahissement des compartiments avant par l'eau. Imaginez maintenant un navire qui, de nuit, pénètre dans une zone entièrement recouverte de petites plaques de glace. Faute de pouvoir manœuvrer librement, il risque de subir plusieurs impacts simultanés, ouvrant plusieurs brèches dans la coque, ce qui peut le rendre impossible à contrôler et même à entraîner son naufrage. Ce scénario reste théorique, mais par le passé, de petits baleiniers ont effectivement connu ce genre d'accident à plusieurs reprises. Un phénomène encore plus fréquent est le givrage du navire, qui se produit lorsque la température descend sous 0 degré. Comme nous l'avons déjà vu, dans les hautes latitudes de l'hémisphère sud, une mer démontée accompagnée de vents violents par des températures négatives constitue une situation météorologique tout à fait courante. Dans de telles conditions,
les vagues et les embruns s'abattent sur le pont et les superstructures, où ils gèlent presque instantanément. Couche après couche, la glace finit alors par recouvrir entièrement toutes les parties exposées. Les traves, le pont, les conteneurs, les antennes, les mâts, la passerelle et bien d'autres éléments. Comme cette glace s'accumule au-dessus de la ligne de flottaison, le navire perd progressivement sa stabilité et devient de plus en plus sujet au chavirement. Son poids augmente rapidement, parfois de 500 000 tonnes, voire davantage, aggravant encore ce déséquilibre. Le système de gouverne peut également se retrouver bloqué par la glace, rendant le navire totalement impossible à manœuvrer. Cette véritable réaction en chaîne accélère encore davantage la formation de glace et, si l'équipage ne parvient pas à la retirer dans les 3 à 6 heures, la situation devient critique et le navire peut facilement finir par couler. L'économie l'emporte sur la géographie. Ainsi, lorsqu'on y réfléchit bien, ce raccourci qui traverse les hautes latitudes de l'hémisphère sud, réputé pour leurs tempêtes, n'est, d'une part, pas si court que cela, et d'autre part, extrêmement dangereux. Mais le danger a-t-il déjà empêché, pendant longtemps, le développement de la civilisation humaine ? Non, jamais. En revanche, l'absence d'intérêt économique a toujours constitué un obstacle à toutes les entreprises et à tous les projets. Il en va de même ici. Si aucune grande route maritime ne traverse les hautes latitudes de l'hémisphère sud, c'est avant tout pour des raisons économiques. Dans ce cas précis, les considérations économiques l'emportent largement sur les contraintes géographiques et climatiques de cette région. En effet, est-il vraiment nécessaire de déployer autant d'efforts et d'exposer des navires ainsi que des vies humaines à de tels dangers pour assurer un trafic maritime aussi limité ? Le transport maritime se développe là où les volumes de marchandises sont importants. Aujourd'hui, les routes maritimes les plus fréquentées relient l'Asie à l'Europe, l'Asie à l'Amérique du Nord, l'Europe à l'Amérique du Nord, le golfe Persique à l'Asie, ainsi que l'Amérique du Sud à l'Europe et à l'Asie. Comme vous pouvez le constater, aucune liaison maritime entre l'Australie et l'Amérique du Sud ne figure dans cette liste. Et, à vrai dire, il n'y avait absolument aucune chance qu'une telle route se développe. En effet, ces deux régions exportent des produits primaires assez similaires, comme les céréales, la viande ou les minéraux. Certes, il existe un commerce à petite échelle entre elles. Par exemple, le Chili exporte vers l'Australie du minerai de zinc, des fruits surgelés et des fruits à coque, tandis que l'Australie exporte vers le Chili du charbon et des engrais. Mais ces échanges restent modestes et empruntent des itinéraires plus sûrs ou passent par des ports de transbordement. Pour de nombreux autres produits, l'Amérique du Sud et l'Australie sont davantage concurrentes que partenaires commerciaux et n'ont donc aucun intérêt à échanger des marchandises similaires. Il existe également un autre facteur, certes moins important. Entre ces deux continents, dans les hautes latitudes australes, on trouve très peu de grands ports et extrêmement peu d'îles. Les îles isolées disséminées sur cette immense étendue océanique se comptent littéralement sur les doigts d'une seule main. De plus, elles sont si petites et disposent d'infrastructures si limitées que les grands cargos et les paquebots ne peuvent s'y ravitailler en carburant, ni effectuer des réparations, ni relever leur équipage, ni même s'y abriter en cas de tempête. L'absence de port de transbordement constitue également un handicap majeur pour le chargement de fret en cours de route, qui est l'un des fondements de la logistique moderne. D'un point de vue économique, cette situation est donc particulièrement défavorable. Cela dit, le trafic maritime sur l'océan austral n'a pas toujours été aussi limité. Il y a encore 100 à 150 ans, les hautes latitudes de l'hémisphère sud étaient empruntées beaucoup plus fréquemment. Par exemple, lorsque les voiliers rentraient d'Australie vers l'Europe en passant par les hautes latitudes australes, ils profitaient des puissants vents d'ouest pour naviguer à très grande vitesse. Les célèbres clippers de haute mer empruntaient une route traversant le Pacifique Sud, contournant le cap Horn à l'extrémité de la Terre de Feu, avant de traverser l'Atlantique en direction de l'Europe. Toutefois, cette traversée entre l'Amérique du Sud et l'Australie ne constituait pas une liaison directe entre les deux continents, mais simplement une étape sur la route vers l'Europe. Après l'ouverture du canal de Suez, l'époque des clippers prit fin et les navires à vapeur qui leur succédèrent durent privilégier des mers plus calmes afin d'économiser leur combustible. Puis, avec l'apparition des gigantesques porte-conteneurs, cette route méridionale fut définitivement abandonnée. En effet, le transport maritime moderne par conteneur repose sur l'existence de grands ports capables d'accueillir des navires de très grande taille et d'importants volumes de marchandises. Aujourd'hui,
L'essentiel du commerce maritime australien est tourné vers l'Asie, tandis que le Chili expédie principalement ses marchandises vers les États-Unis et la Chine. Il n'y a donc tout simplement plus aucune raison d'emprunter les dangereuses hautes latitudes de l'hémisphère sud. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.